Mon père a modifié le testament de grand-père pendant qu'il était en train de mourir. Tu n'es qu'un professeur, a-t-il dit, puis le message vidéo de grand-père a été diffusé. Je suis Jason Morrison, j'ai 34 ans, et à 3 heures du matin, j'ai découvert que mon père avait tenté de voler la totalité de l'héritage de mon grand-père mourant en le droguant. Avant de vous raconter le moment où un message vidéo secret a laissé mon père effondré sur le sol d'un cabinet d'avocats, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé par un appel téléphonique, le genre d'appel qui ne vous réveille pas seulement, mais fait exploser votre sommeil, laissant un cratère d'effroi là où régnait la paix. L'écran de mon téléphone projetait une lumière bleue fantomatique dans ma chambre sombre. 3h17, le nom sur l'écran était Margaret. Mon cœur martelait contre mes côtes. Margaret était l'infirmière de soins palliatifs de mon grand-père, une femme d'un calme et d'une compétence profonde. Pour quel appel à cette heure, cela ne pouvait signifier qu'une chose. J'ai attrapé le téléphone. Margaret? Est-ce qu'il? Jason, dit-elle, et sa voix était tendue, serrée d'une urgence non naturelle que je n'avais jamais entendue chez elle auparavant. Votre grand-père vous demande. Il le faisait à l'instant. Je pense que vous devriez venir maintenant, aussi vite que possible. Les mots non dits flottaient dans l'air entre nous. Il ne reste plus beaucoup de temps. J'arrive, dis-je, déjà sorti du lit, tâtonnant pour mon jean dans l'obscurité. Mon esprit était un diaporama chaotique d'images de grand-papa Bill, lui m'apprenant à faire du vélo sur le bitume craquelé de son allée, lui sentant le tabac de pipe et les vieux livres pendant qu'il me lisait le Hobby, lui, il y a 2 ans, assis dans un cabinet médical stérile, absorbant les mots « cancer du pancréas » avec une dignité tranquille qui me brisa le cœur. Ces 2 dernières années, ce trajet de 40 minutes vers sa vieille maison victorienne était devenu un rituel, un pèlerinage. J'étais professeur d'anglais au lycée. Pour mes parents, cela signifiait que j'étais une déception, un homme gaspillant son potentiel pour un salaire dérisoire. Mais pour grand-papa Bill, j'étais un succès. Il était mon ancre, mon défenseur le plus ferme, la seule personne de ma famille qui comprenait que la valeur d'une vie ne se compte pas sur un relevé bancaire. Le trajet était un flou de rues vides et de feux de circulation clignotant jaune dans le vide. Chaque bande kilométrique semblait comme le tic-tac d'une horloge qui comptait à rebours. Je continuais à répéter mes adieux, les mots que je devais dire, la gratitude que je devais exprimer pour une vie d'amour inébranlable. Je n'étais pas prêt. Je ne serai jamais prêt. Quand j'ai tourné dans sa rue tranquille bordée d'arbres, une vision choquante a brisé ma brume de chagrin. Là, garée dans son allée, sa peinture argentée paraissant obscène sous la douce lueur de la lumière du Porsche, se trouvait la Mercedes de mon père. Mon père, Richard Morrison, PDG de Morrison Real Estate Development. Il n'avait pas pris la peine de rendre visite depuis plus d'1 mois. Il concluait toujours un gros contrat à Boston où était en réunion d'os à dos avec des investisseurs. Sa présence ici, au milieu de la nuit, était plus qu'inattendue. Cela semblait une violation. Cela semblait prédateur. Mes clés glissèrent dans la serrure, le clic résonnant anormalement fort dans le silence de la nuit. J'ai poussé la lourde porte de chêne. La maison semblait fausse. Normalement, il y avait un bourdonnement sourd, la machine à oxygène, un film classique qui passait à la télévision. Ce soir, il n'y avait rien. Une immobilité lourde et suffocante qui semblait plus froide que l'air extérieur. La porte du bureau de mon grand-père, qui était devenue sa chambre ces dernières semaines, était entr'ouverte, laissant filtrer une mince tranche de lumière dans le couloir sombre. Alors que je m'approchais, la porte s'ouvrit davantage et une femme que je n'avais jamais vue auparavant sortit précipitamment. Elle était plus âgée, peut-être dans la soixantaine, avec un visage pincé et anxieux et des yeux qui voltigeaient comme des oiseaux effrayés. Elle serrait une mallette en cuir contre sa poitrine comme si elle contenait des secrets d'État et fila pratiquement dans le couloir, son regard fixé sur le sol. Refusant de reconnaître mon existence alors qu'elle glissait par la porte d'entrée et disparaissait dans la nuit. Un battement de cœur plus tard, mon père et son principal associé commercial, un flagorneur nommé Victor Chambers, émergèrent du bureau. Mon père était en train d'ajuster sa cravate de soie, son visage figé dans un masque de satisfaction sombre. Il ressemblait à un homme qui venait de conclure un accord particulièrement difficile. Victor, en revanche, semblait pâle et nauséeux, ses yeux grands et flous. « Jason, dit mon père, sa voix résonnant d'une fausse surprise. Il parlait toujours un peu trop fort, comme pour affirmer sa domination sur l'air même d'une pièce. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Margaret m'a appelé, dis-je, mes yeux scrutant au-delà de lui, dans le bureau. Elle a dit qu'il me demandait. Où est-elle? Il fit un geste dédaigneux de la main, un geste qu'il avait perfectionné au cours d'une vie à écarter les détails gênants. Ah, je lui ai donné sa soirée, je l'ai envoyé faire une course. Nous nous occupions juste de quelques affaires familiales finales pour papa, on ficelle les derniers détails. Derniers détails. L'expression sonnait obscène. Je le dépassai, mon épaule effleurant son costume coûteux. Et c'est alors que je l'ai vu. La scène qui sera à jamais gravée au fond de mes paupières. Mon grand-père était allongé dans son lit d'hôpital. Sa tête pendait d'un côté, sa respiration un murmure superficiel et éraillé. Son visage était mou, ses yeux fermés. Mais c'étaient les détails qui criaient la profanation. Sur la table de chevet, à côté de son verre d'eau, se trouvait un stylo plume neuf et d'apparence coûteuse, une marque que je savais que mon père préférait. Et sur le drap blanc impeccable, à quelques centimètres de la main molle et tachée de vieillesse de grand-papa, se trouvait une petite tache sombre d'encre bleu-noir, une seule goutte mal placée.
Mon grand-père était un homme aux habitudes méticuleuses. Ancien architecte, il ne faisait jamais de désordre. Il n'avait jamais eu les mains tremblantes, même dans sa maladie. Cette seule goutte d'encre était un cri dans une pièce silencieuse. C'était la preuve d'une lutte, d'une main forcée, d'un acte de violation. L'air de la pièce était épais du parfum de la trahison. Je ne connaissais pas les mécanismes exacts de ce qui venait de se passer, mais une certitude froide et écœurante me submergea. Je n'étais pas juste arrivé pour un dernier adieu. J'étais tombé sur la scène d'un crime. Et j'étais arrivé quelques instants trop tard. Cette tache d'encre bleu foncé n'était pas juste une goutte. C'était le point final d'une histoire que mon père écrivait toute ma vie. Une histoire d'ambition, de ressentiment, et de deux définitions complètement différentes du mot « valeur ». Pour comprendre le poison de ce moment, vous devez comprendre l'antidote qu'était mon grand-père. Grand-papa Bill était mon sanctuaire. Sa maison était une forteresse contre le monde de jugements impitoyables et d'obsessions matérielles de mes parents. Je repense à un après-midi d'automne parfait, quelques années avant que le cancer n'ait établi sa revendication. J'aidais dans sa bibliothèque, une pièce que mon père avait autrefois suggéré sans ironie de convertir en salle de sport dernier cri. L'air sentait le vieux papier, le cuir, et le parfum doux et réconfortant du tabac de pipe de mon grand-père. Nous trions des livres, une tâche qu'il accomplissait avec la révérence d'un rituel sacré. Il sortit un exemplaire usé et relié en tissu de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de l'étagère. La reliure était douce. Les pages jaunies. Il passa une main sur la couverture. « Ton père, dit-il, sa voix une basse rumble douce. Il regarde ceci et voit 100 pages de temps perdu, du temps qui pourrait être passé à faire du réseautage ou à analyser les tendances du marché ou quoi que ce soit qu'il fasse. » Il laissa échapper un rire sec. Il ne comprend pas. Il pense que la force est quelque chose qu'on projette, quelque chose qu'on construit dans une salle de sport ou une salle de conseil. Il me tendit le livre. Mais une histoire, Jason, une bonne histoire est une salle de sport pour l'âme. Elle construit des muscles qu'on ne peut pas voir, empathie, intégrité, courage. C'est la vraie force, celle qui tient quand tout le reste s'effondre. Ne laisse jamais personne te dire que ce n'est pas important. Cet après-midi-là, assis parmi les histoires silencieuses et attendant. Je lui parlais de la mienne. Je lui parlais de mes élèves à Northwood High, dans un district où le conseil scolaire réduisait toujours les budgets. Des enfants brillants, drôles et pleins de potentiel, mais qui lisaient avec des années de retard sur leur niveau. Pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce que la vie avait été dure avec eux et personne n'avait jamais pris le temps de mettre le bon livre entre leurs mains et de leur dire qu'ils comptaient. Tandis que je parlais, je vis un feu s'allumer dans les yeux fatigués de mon grand-père. C'était l'étincelle d'un homme qui ne voyait pas seulement les problèmes, mais voyait les solutions. Eh bien, dit-il, tapant son genou avec une force surprenante. Ça ne va pas du tout, faisons quelque chose à ce sujet. Et comme ça, le programme de lecture Morrison était né. Il n'a pas juste écrit un chèque, il était impliqué. Il venait avec moi dans une librairie d'occasion et nous passions des heures à choisir des livres qu'il pensait que les enfants aimeraient. Des aventures, des mystères, des histoires d'outsiders. Il finançait tout, des livres aux pizzas que nous avions lors de nos réunions hebdomadaires. Avant qu'il ne devienne trop malade, il venait s'asseoir au fond de ma classe, une présence silencieuse et imposante. Les enfants, qui se méfiaient souvent des adultes, l'adoraient. Il ne leur parlait jamais de haut. Il leur demandait ce qu'ils pensaient des personnages, ce qu'ils auraient fait à leur place. Il construisait leurs muscles d'empathie, un livre à la fois. C'était son idée d'un bon investissement. C'était l'héritage que mon père essayait activement d'effacer. Maintenant, contrastez ce souvenir avec un dîner de famille un an avant le diagnostic. C'était l'anniversaire de ma mère, organisé chez mes parents. Leur maison était un monument au succès de mon père. Un manoir tentaculaire et minimaliste de verre et d'acier qui semblait moins comme une maison et plus comme une galerie d'art où l'art avait été choisi pour son prix. Ma mère, Caroline, passa la plupart du repas à détailler le coût exorbitant de ces nouveaux plans de travail en marbre italien. Ils ont dû faire voler la dalle depuis Carrare, Jason, tu peux imaginer, avait-elle dit, comme si j'étais incapable de saisir une telle extravagance. Mon père, sirotant un vin qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire, décida qu'il était temps pour notre passe-temps familial favori, disséquer mes choix de vie. Je parlais à Bob Henderson l'autre jour, commença-t-il avec une ouverture classique. Son fils, tu te souviens de Marc? Celui qui est allé à l'école de droit? Il vient d'être nommé associé dans son cabinet. 33 ans. Il conduit une Porsche. Il s'occupe du côté juridique d'un énorme nouveau développement commercial en centre-ville. Il fit une pause, laissant la comparaison flotter dans l'air. Alors, Jason, comment va l'enseignement? Tu formes toujours de jeunes esprits? Le sarcasme était quelque chose de physique, un goût aigre dans l'air. Ça va bien, papa, dis-je, me concentrant sur la découpe de mon morceau de saumon trop cuit. Nous venons de finir Gatsby le Magnifique. Ah, oui, une histoire sur un homme qui s'est fait lui-même et qui a été détruit par ses obsessions, dit mon père avec un sourire narquois. Tu devrais faire attention à celle-là. Ma mère intervint alors, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Chérie, nous nous inquiétons juste. Ton père a travaillé si dur pour maintenir la réputation de cette famille, pour construire un vrai héritage. Le salaire d'un enseignant. C'est une profession noble, bien sûr, mais ce n'est pas substantiel. Et ton avenir?
La retraite? Tu ne peux pas vivre dans ce petit appartement pour toujours. Je suis heureux, dis-je, les mots sonnant faibles et défensifs. Mon père laissa échapper un rire court et aiguisé. Le bonheur ne finance pas une retraite, Jason. Il ne sécurise pas ta place dans le monde. Ton grand-père t'a rempli la tête avec toutes ces absurdités sentimentales sur trouver la joie dans ton travail. La joie ne te donne pas une place à table. Je regardais du visage dédaigneux de mon père à celui anxieux et parfaitement maquillé de ma mère. À ce moment, je ne m'étais jamais senti plus seul. J'étais un étranger à la table de ma propre famille, parlant un langage de but et de passion qu'ils refusaient simplement de comprendre. Leur monde était construit sur une fondation d'argent et de statut. Et mon choix de construire ma vie sur autre chose était une insulte qu'ils ne pouvaient pas pardonner. Cette dynamique devint douloureusement claire alors que grand-papa devenait plus malade. Mes journées étaient remplies des réalités silencieuses et intimes de son déclin. J'appris le timing précis de ses médicaments, le changement subtil de sa respiration qui signalait la douleur, la façon dont ses yeux s'illuminaient un instant quand je lisais un chapitre particulièrement palpitant d'un roman d'Agatha Christie. J'étais là pour les bains au lit, les visites chez le médecin, les longues nuits silencieuses. Margaret, son infirmière, et moi formions une équipe silencieuse. Elle était une bénédiction, une femme dont l'extérieur bourru cachait un puits de compassion. Il vous attend, vous savez, me dit-elle un après-midi alors que nous ajustions ses oreillers. Toute sa journée est structurée autour de votre visite. Vous êtes son encre. Les visites de mon père étaient éphémères et théâtrales. Il entrait à grands pas, parlant déjà sur son oreillette Bluetooth, donnait à grand-papa un « Salut, papa, tu as bonne mine » chaleureux et trop fort. Passait 5 minutes à lui parler de cours d'action ou de permis de zonage, puis l'embrassait sur le front et partait. Il ne restait jamais assez longtemps pour que le silence s'installe. Il ne restait jamais assez longtemps pour vraiment voir l'homme dans le lit. Je n'oublierai jamais la dernière fois que je les vis dans la même pièce ensemble, avant cette nuit finale et terrible. Mon père était passé, l'air agité. Il venait de perdre un contrat important. Tout le système est truqué, papa, s'était-il plaint, faisant les 100 pas au pied du lit. J'avais la piste interne, mais un concurrent est arrivé et m'a sous-évalué. Tout dépend de qui tu connais. J'ai besoin de plus de capital pour jouer à ce niveau, une injection significative d'argent pour leur montrer que je suis sérieux. Grand-papa, qui avait été silencieux, ouvrit les yeux. Il regarda directement mon père. Est-ce tout à quoi tu penses, Richard? L'argent? Mon père arrêta de faire les 100 pas. C'est ce qui fait tourner le monde, papa. Un fait que tu sembles avoir oublié. Non, murmura grand-papa, sa voix rauque mais ferme. Les gens le font. L'amour le fait. L'intégrité le fait. L'argent n'est qu'un outil. Il peut être utilisé pour construire ou il peut être utilisé comme une arme. Il toussa, un son éraillé et douloureux. Fais attention à celui que tu choisis, mon fils. Mon père ricana juste et changea de sujet. Maintenant, debout dans cette pièce profanée, regardant les preuves du choix de mon père, je savais. Il avait choisi l'arme. Ma main alla vers la table de chevet, vers la bouteille de morphine liquide. Je connaissais cette bouteille. Je connaissais la dose. 2 millilitres toutes les 4 heures. Je pris la petite seringue orale à côté. C'était une seringue de 10 millilitres. Le piston était poussé jusqu'à la marque de 7 millilitres. Au moins 5, peut-être 6 millilitres avaient été donnés. Une overdose massive et dangereuse. Assez pour rendre un homme frêle complètement insensé. Incapable de protester. Incapable de faire autre chose que rester allongé là pendant que son propre fils guidait sa main pour signer tout son héritage. Mon téléphone vibra. Un texto de Margaret. Je viens de revenir. Richard m'a envoyé dans une chasse à l'oie sauvage pour un type spécial d'eau en bouteille qu'il disait que votre grand-père avait besoin. La pharmacie où il m'a envoyé n'en avait même jamais entendu parler. J'ai l'impression que quelque chose va terriblement mal. Est-ce que tout va bien? Les pièces se mirent en place. Il l'avait écarté du chemin. Tout était prémédité. Je me tournai vers mon père, qui flottait encore dans l'embrasure de la porte. Ce regard arrogant et satisfait de lui-même de retour sur son visage. Je levai la seringue. Tu appelles ça ficeler les derniers détails, demandai-je. Ma voix tremblant d'une rage si profonde qu'elle semblait comme une maladie physique. Tu appelles ça aider? La suffisance disparut finalement. Remplacée par un éclair de colère pure et non diluée. Le vrai Richard Morrison. N'ose pas prendre ce ton avec moi. Toi avec ton pathétique petit projet caritatif et ta voiture d'occasion. Je sécurise l'avenir de cette famille. Je protège l'héritage Morrison d'être gaspillé en rapport de lecture et soirée pizza. Quelque chose que toi, dans ton petit monde de contes de fées, ne comprendrais jamais. Mais je comprenais. Je comprenais parfaitement. Il ne protégeait pas un héritage. Il pillait une tombe. Et il venait de me donner toute la preuve dont j'avais besoin. Au moment où ces mots sortirent de la bouche de mon père, le brouillard de choc et de chagrin se brûla, laissant derrière lui une clarté froide et cristalline. Ce n'était plus juste un drame familial. C'était une scène de crime. Sors, dis-je encore, ma voix ne tremblant plus, mais dangereusement basse. Sors de sa maison. Maintenant. Mon père laissa échapper un rire aiguisé et incrédule. Tu n'as aucun droit de me donner des ordres, Jason.
C'est à mon père. Et tu viens de l'empoisonner. Rugis-je, le son se déchirant de ma gorge, brute et déchiquetée. Je fis un pas vers lui, tenant la seringue comme une arme. Margaret. Criai-je, ma voix résonnant dans la maison anormalement silencieuse. Appelez le 911. Maintenant. J'entendis ses pas frénétiques, et puis elle était dans l'embrasure de la porte, son téléphone déjà pressé contre son oreille. Ses yeux, grande horreur professionnelle, sautèrent de la seringue dans ma main au visage mou de mon grand-père, à l'expression soudainement paniquée de mon père. Le masque de PDG avait disparu, remplacé par le visage d'un criminel ordinaire pris en flagrant délit. C'était une erreur, bégaya-t-il, reculant. J'ai mal lu la dose. Il souffrait tellement. J'essayais juste d'aider. Il dormait paisiblement quand je suis parti il y a 1 heure, la voix de Margaret était aiguisée, coupant à travers ses mensonges. J'ai ses niveaux de douleur notés. Il n'avait besoin de rien. Elle tourna son attention vers le téléphone. Oui, j'ai besoin d'une ambulance et d'un policier au 112 Elm Street. Overdose intentionnelle possible. Le patient est William Morrison. Le fils, Richard Morrison, est sur les lieux. La mention de la police envoya un choc visible à travers mon père. Il attrapa Victor Chambers, qui était resté figé dans le couloir comme un cerf dans les phares. On s'en va, siffla-t-il, sa voix un murmure venimeux. Mais les documents. Le notaire. Victor bégaya, son visage moite de sueur. Il semblait sur le point de vomir. Nous avons la signature, gronda mon père, ses yeux sombres de menace. C'est tout ce qui compte. Allons-y. Il n'était plus un fils en deuil ou un PDG puissant. Il était un animal acculé, intéressé seulement par la fuite. Il poussa pratiquement Victor vers la porte. Alors qu'il se précipitait devant moi, les yeux terrorisés de Victor rencontrèrent les miens pendant une seconde fugace. Il ouvrit la bouche, un appel silencieux à l'absolution, et un seul murmure désespéré s'échappa de ses lèvres. Je ne savais pas pour la morphine, je le jure devant Dieu. Et puis ils étaient partis, la porte d'entrée claquant derrière eux, laissant un vortex de silence et l'odeur écœurante et sucrée de la colonne de mon père. Les quelques heures suivantes furent un cauchemar flou de lumières clignotantes, de paramédicaux, et des questions calmes et mesurées d'un policier. Docteur Patel, le médecin de soins palliatifs de mon grand-père, arriva, son visage un masque sombre. Ils travaillèrent rapidement, stabilisant grand-papa, mais le mal était fait. L'overdose sur son système déjà compromis, c'est un choc profond. Docteur Patel me dit dans le couloir, sa main sur mon épaule. Jason, je suis désolé. À ce stade, il s'agit de gérer son confort. Nous ne pouvons pas inverser cela. Il ne se réveilla jamais. Pendant 6 jours agonisants, il s'attarda, un fantôme dans un lit d'hôpital, attaché au monde des vivants par le bip régulier d'un moniteur cardiaque. La famille descendit, chacun apportant sa propre marque de chagrin et de dysfonctionnement. Ma tante Patricia, la sœur cadette de mon père, était un tourbillon de fureur juste. Elle vola de Seattle, ses vêtements d'artiste une éclaboussure de couleurs défiantes dans l'hôpital blanc stérile. Elle était brouillée avec Richard depuis des années, et maintenant je comprenais finalement pourquoi. Elle me trouva dans la cafétéria de l'hôpital, fixant une tasse en polystyrène de café qui avait le goût de plastique brûlé. Elle ne se préoccupa pas de politesse. Le salaud l'a finalement fait, n'est-ce pas, dit-elle, glissant dans le box. Il a finalement monétisé la mort de son propre père. Je lui racontai tout, la visite de 3 heures du matin, l'infirmière manquante, la seringue, les documents volés. Elle écouta, sa mâchoire se resserrant de plus en plus jusqu'à ce que je pense qu'elle pourrait se fissurer. Il travaille sur ça depuis des mois, Jason, dit-elle, sa voix lourde de mépris. Appelant papa constamment, lui disant que l'entreprise était en difficulté, qu'il devait consolider le trust familial. Il continuait à dire que laisser une portion significative de l'héritage directement à toi était fiscalement irresponsable et une mauvaise planification successorale. Papa lui a dit où il pouvait fourrer sa planification successorale. Bill savait exactement qui était Richard. Il espérait juste qu'il avait tort. Ma cousine Emma, la fille de Patricia, fournit la pièce manquante du puzzle. Elle était interne en médecine à l'hôpital et avait un réseau d'amis dans toutes sortes de professions. Elle m'attira dans un placard de fournitures vide pendant une de ses rondes, son visage marqué d'inquiétude. Jason, fais attention, murmura-t-elle, regardant par-dessus son épaule. J'ai appelé une amie qui est analyste financière. Elle a des contacts. Elle a passé quelques appels. Emma prit une profonde inspiration. Oncle Richard est en sérieux problème. Il est endetté jusqu'au cou. Mais ce n'est pas le pire. Il a des dettes de jeu massives. Envers des usuriers à Atlantic City. On ne parle pas d'une carte de crédit à découvert. On parle du genre de dette qui fait mal aux gens. Il est désespéré. L'image LED était finalement complète. Ce n'était pas juste un acte froid et calculé d'avidité. C'était l'acte frénétique et paniqué d'un homme qui se noie. Prêt à entraîner n'importe qui avec lui, même son propre père, pour avoir une dernière goulée d'air. Grand-papa Bill mourut un mardi matin, juste au lever du soleil. Le ciel était d'un gris pâle et délavé. Je tenais sa main, qui était devenue si froide. Le bip régulier et rythmé du moniteur cardiaque qui avait été la bande sonore de ma vie pendant 6 jours s'arrêta simplement.
Le silence qu'il laissa derrière lui était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Mon père, naturellement, prit en charge les funérailles. Ce fut sa performance finale, et peut-être la plus grande. Il joua le rôle du fils en deuil avec une conviction digne d'un Oscar. Il choisit le cercueil d'acajou le plus opulent, remplit l'église d'arrangements imposants de lys blanc qui rendirent l'air écœurant et lourd, et se tint à la porte, acceptant les condoléances avec une expression parfaitement calibrée de chagrin solennel. Son éloge était un chef-d'œuvre de fiction. Il parla de mon grand-père comme d'un titan de l'industrie, un négociateur impitoyable, un bâtisseur d'empire. Il raconta des anecdotes sur les triomphes commerciaux de mon grand-père, des histoires qui le dépeignaient comme un homme fait d'acier et d'ambition. Il se décrivait lui-même. Il ne mentionna jamais une fois la bonté de mon grand-père, sa générosité, le programme de lecture, ou les innombrables vies qu'il avait touchées de sa compassion silencieuse. Dans les bancs du fond, un petit contingent de mes élèves était assis avec leurs parents. Ils n'avaient pas connu le titan de l'industrie. Ils avaient connu grand-papa Bill, le vieil homme gentil qui écoutait leurs histoires et leur disait qu'ils étaient intelligents. Ils s'assirent en hommage silencieux et digne au vrai homme que nous pleurions, une île de vérité dans un océan de mensonges de mon père. Leur présence était mon encre. Après le service, alors que mon père tenait court avec un cercle de ses associés commerciaux, mon ex-petite amie, Sophia, me trouva. Nous avions rompu il y a des années, mais une amitié silencieuse et respectueuse avait finalement fleuri des décombres. Elle était maintenant procureure au bureau du procureur, et elle avait un esprit qui pouvait trancher les absurdités comme un scalpel. « Je suis si désolée, Jason, dit-elle, sa voix chaude de sympathie genuine. Elle donna une pression réconfortante à mon bras. Ton grand-père était l'un des bons. Je hochai juste la tête, une boule de chagrin logée dans ma gorge. Son regard dériva vers mon père, et son expression s'aiguisa, la procureure prenant le relais. J'ai entendu des choses, dit-elle, sa voix basse. Des murmures sur le testament, que ton père en a déposé un nouveau, un très nouveau. La nuit où il a été overdosé, dis-je, les mots ayant le goût de cendre. Les yeux de Sophia se rétrécirent en fente. D'accord, ce n'est pas juste un murmure, c'est une sirène d'alarme. Un testament exécuté dans ces circonstances par un bénéficiaire qui a directement administré une dose suspecte de médicaments. Ce n'est pas juste légalement questionnable, Jason, c'est une invitation ouverte pour une enquête criminelle. Déposer un testament frauduleux est un crime, et c'est avant même qu'on arrive aux accusations de maltraitance d'aînés. Ces mots furent comme une éclaboussure d'eau froide. Elle n'offrait pas juste de la sympathie, elle offrait une arme, un chemin vers l'avant. 2 jours plus tard, la déclaration officielle de guerre arriva, une enveloppe nette de couleur crème avec l'entête d'un cabinet d'avocats élégant du centre-ville que je n'avais jamais entendu. C'était un avis formel que le dernier testament de William P. Morrison avait été déposé au tribunal d'homologation. Il nommait Richard Morrison comme seul exécuteur et bénéficiaire de tout l'héritage. Mon nom n'apparaissait qu'une fois, dans une seule ligne cruelle que je savais que mon père avait probablement écrite lui-même. À mon petit-fils bien-aimé, Jason, pour qui je souhaite tout le meilleur, je laisse mon amour et mes encouragements. Il n'avait pas juste volé l'héritage. Il avait transformé l'amour de mon grand-père en arme, le tordant en une tape finale et dédaigneuse sur la tête. En lisant cette ligne, le chagrin dans mon cœur se durcit en acier. Ce n'était pas fini. Il avait volé les biens de mon grand-père. Il avait volé sa voix. Mais je ne le laisserai pas voler la vérité. Je pris mon téléphone et composai le numéro de George Harris, le seul homme que mon père, dans son arrogance, avait probablement oublié. L'avocat de mon grand-père. L'ami de mon grand-père. Mon dernier espoir. Les 2 semaines qui suivirent furent un cours magistral de guerre psychologique. Mon père, armé de son testament nouvellement déposé, se déplaçait avec la confiance prédatrice et rapide d'un requin qui sait que sa proie saigne. Il agissait comme si toute l'affaire était réglée. Il appela mon oncle Robert sur la côte ouest pour discuter de la restructuration du trust familial et de la liquidation d'actifs sous-performants pour créer plus de liquidités pour de nouvelles entreprises. Il dépensait déjà l'argent. Lui et ma mère eurent même l'audace d'inviter tante Patricia pour le dîner, une tentative transparente et maladroite de gérer l'optique familiale. Ma tante me raconta tout au téléphone plus tard, sa voix bouillonnante. Il a glissé un chèque sur la table vers moi, Jason, pour $10 000. Il l'a appelé un token sentimental de l'héritage de papa. Il s'attendait à ce que je sois reconnaissante, que je me taise et que je parte. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demandai-je. « Je l'ai repoussé, dit-elle. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre son token et son faux chagrin et les fourrer. Je ne pense pas que Caroline me réinvitera pour le dessert de sitôt. » Pendant que mon père jouait le rôle du nouveau patriarche bienveillant, je me préparais pour la guerre. Ma première rencontre avec George Harris eut lieu dans son bureau, un sanctuaire d'ordre et de dignité silencieuse qui semblait un monde loin de l'existence bruyante et fanfaronne de mon père. Le bureau sentait les vieux livres et le polish au citron, exactement comme le bureau de grand-papa Bill. George était un homme de la fin 70, mais ses yeux étaient clairs et aiguisés, ne manquant rien. Il avait été l'avocat de mon grand-père pendant 45 ans. Plus que cela, il avait été son confident, son partenaire d'échecs, son ami. Je m'assis dans un fauteuil en cuir usé face à son bureau massif en chêne et exposai toute l'histoire sordide. L'appel de 3 heures du matin, le notaire fuyant avec des yeux terrorisés. Victor Chambers, désespéré, murmurant des excuses. La seringue, le Nouveau Testament déposé par un avocat que je n'avais jamais entendu.
Je parlais pendant 20 minutes d'affilée, les mots se déversant dans un torrent de chagrin et de rage. Georges écouta sans interruption. Il ne prit pas de notes. Il me regardait juste. Ses doigts joints sous son menton, son expression calme et illisible. Quand je manquais finalement de mots, le silence dans la pièce était lourd. Georges, suppliai-je, le désespoir brut dans ma voix. S'il vous plaît, dites-moi qu'on peut lutter contre ça. S'il vous plaît, dites-moi qu'il ne peut pas s'en tirer. Il laissa échapper un long souffle lent. Jason, ton père a un document signé. Il est attesté. Il est notarié. Ses avocats, et il aura les meilleurs, peindront l'image d'un homme mourant qui a eu un moment final de clarté et a décidé de consolider son héritage commercial entre les mains de son fils expérimenté. Ils te dépeindront comme un petit-fils déçu, qui s'emporte parce qu'il a été coupé de l'héritage qu'il pensait mériter. Au tribunal, cela se résume souvent à qui raconte l'histoire la plus crédible. La mince lueur d'espoir à laquelle je m'accrochais commença à se dissoudre. Donc c'est ça? Il gagne? Georges se pencha en avant, et pour la première fois, je vis un éclat d'acier dans ses yeux. Je n'ai pas dit ça, dit-il, sa voix baissant. J'ai dit qu'ils raconteront une histoire. Notre travail est de dire la vérité, et la vérité a un poids que les mensonges n'ont pas. Il se leva et marcha vers un grand classeur contre le mur. J'ai connu Bill Morrison la plupart de ma vie. Il était prudent. Il était méticuleux. Il avait 10 pas d'avance sur tout le monde, surtout Richard. Il ne laissait jamais les choses au hasard, jamais. Il fit une pause, sa main sur le tiroir du classeur. Laisse ton père penser qu'il a gagné. Laisse-le être à l'aise. L'excès de confiance est un défaut fatal. Laisse-moi creuser un peu. Ne parle pas à ton père. Ne parle pas à ta mère. Sois juste patient. La patience semblait une demande impossible, mais je lui faisais confiance. Je quittai son bureau en sentant que j'avais au moins une personne dans mon camp. Mais je ne pouvais pas juste m'asseoir et attendre. Je ressentais un besoin désespéré de faire quelque chose. Cette nuit-là, je fouillais dans une boîte des affaires de mon grand-père que j'avais ramené de sa maison. Quelques vieux pulls qui sentaient encore comme lui. Une pile de romans policiers. Une photo encadrée de lui et ma grand-mère le jour de leur mariage. Tout au fond de la boîte, je trouvais un petit carnet Moleskine relié en cuir noir. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je l'ouvris. La plupart des pages étaient vierges. Mais sur la toute première page, écrite dans l'écriture architecturale élégante de mon grand-père, il y avait une entrée courte et non datée. C'était cryptique, une énigme. Elle disait, la vraie valeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il possède. Elle est dans ce qu'il crée et qui il protège. Les journaux d'un père ne sont pas à vendre. Ils sont pour le fils qui sait écouter. Trouve Madame Patterson. Mon cœur s'arrêta. Madame Patterson. Le notaire nerveux. Il m'avait laissé un message. Un indice d'outre-tombe. C'était la première pièce tangible de preuve que je ne devenais pas fou. Que mon grand-père savait que quelque chose n'allait pas soudain, je n'étais pas une victime attendant qu'un avocat me sauve. J'avais une mission. J'avais des instructions. La trouver fut étonnamment facile. Une recherche rapide en ligne pour notaire public, Brenda Patterson, dans le code postal de mon grand-père donna un résultat. Un petit bureau dans un centre commercial anonyme à environ 15 minutes de sa maison. L'après-midi suivant, j'y allais en voiture, l'estomac en révolution. Quel était mon plan? La confronter? La supplier? Je n'en avais aucune idée. J'opérais sur pur instinct, guidé par cette seule ligne cryptique dans un carnet. Son bureau était un espace minuscule et encombré qui sentait le café rassis et l'anxiété. Elle était à son bureau tamponnant un document. Quand elle leva les yeux et me vit debout dans son embrasure de porte, la couleur quitta son visage. Sa main se figea à mi-tampon. Elle savait exactement qui j'étais. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, sa voix un murmure fluet. Je décidai de canaliser mon grand-père, pas mon père. Pas d'intimidation. Juste la vérité silencieuse. Mon nom est Jason Morrison. Mon grand-père était William Morrison. Vous étiez chez lui il y a quelques semaines. Elle devint immédiatement très occupée, mélangeant une pile de papiers qui n'avaient pas besoin d'être mélangés. Je gère beaucoup de signatures de succession. Je ne me souviens pas de chaque client. Je pense que vous vous souvenez de celui-ci, dis-je gentiment. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, Madame Patterson. Mon grand-père était un homme d'intégrité. Il m'a enseigné que les choix que nous faisons quand nous pensons que personne ne regarde sont ceux qui définissent vraiment notre caractère. Son mélange s'arrêta. Sa tête était encore baissée, mais je pouvais voir ses épaules trembler. Je connais mon père, continuai-je, faisant un petit pas dans la pièce. Je sais qu'il peut être persuasif. Il met les gens dans des positions impossibles. Je marquai une pause. Mon grand-père a écrit votre nom dans un carnet, Madame Patterson. Il voulait que je vous trouve. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il avait confiance que vous étiez une bonne personne. Elle leva finalement les yeux vers moi, et ses yeux nageaient dans des larmes non versées. Un regard de désespoir profond et acculé. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle, sa voix craquant. Mon fils. Il va ruiner mon fils. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, une pensée me frappa. Je me souvins de mon ex-petite amie, Sophia.
Je l'appelai plus tard ce jour-là. Sophia, j'ai une question juridique hypothétique pour toi, dis-je. C'est à propos de ton père, n'est-ce pas, soupira-t-elle. Hypothétiquement, répétai-je. Si quelqu'un voulait contraindre un professionnel, disons un notaire, quel genre de levier serait le plus efficace? Quelque chose qui n'est pas de connaissance publique, répondit-elle instantanément. Quelque chose qui pourrait causer beaucoup de dommages personnels ou professionnels si cela sortait. Un dossier juvénile scellé. Un délit récent qui n'a pas encore atteint les tribunaux. Quelque chose qui rend la menace d'exposition plus terrifiante que le risque de commettre un crime. C'était ça. Ça devait être ça. Mais comment pourrais-je le découvrir? Ma réponse vint de la source la plus inattendue. 2 jours plus tard, je reçus un appel d'un numéro bloqué. Rencontrez-moi au Starbucks de la rue principale dans une demi-heure. Venez seul. C'était Victor Chambers. Mon cœur battait fort. Était-ce un piège? Je dis à tante Patricia où j'allais, juste au cas où. Je le trouvai dans un box au fond, courbé sur une tasse de café. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Merci d'être venu, marmonna-t-il. Bon Dieu, je ne peux pas vivre avec ça. Il glissa un morceau de papier plié sur la table. C'est le nom du fils de Brenda Patterson et son numéro de cas. Ton père a fait creuser son dossier juvénile scellé par un détective privé. Une accusation stupide de vol de voiture quand il avait 16 ans. Richard allait l'utiliser pour le faire expulser du programme d'éducation de son université. Le gamin veut être enseignant. L'ironie était si amère qu'elle faillit me faire rire. Mon père, qui méprisait ma profession, utilisait la menace de détruire la carrière d'un futur enseignant pour voler mon héritage. Il la terrorise, Jason, murmura Victor, ses yeux grands de peur. Il l'appelle tous les jours, lui rappelle ce qui est en jeu. Elle va mentir pour lui à la lecture du testament. Tu dois faire quelque chose. Pourquoi me dis-tu ça, Victor? Parce que ton grand-père était un homme bien, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Il a investi dans une de mes premières entreprises quand personne d'autre ne voulait. Il m'a donné mon départ. Je lui dois. Et je ne peux pas faire partie de ce que Richard fait. Je quittais ce Starbucks avec une nouvelle résolution. Je connaissais maintenant le champ de bataille et les armes utilisées. Mon père utilisait la peur. Je devais utiliser quelque chose de plus fort. La veille de la lecture du testament, je retournai au bureau de Madame Patterson. Je ne mentionnais pas son fils. Je ne mentionnais pas Victor. Je posais juste une petite photo encadrée sur son bureau. C'était une photo de mon grand-père assis dans ma classe, entouré d'élèves souriants. C'est qui il était, dis-je doucement. C'est l'héritage que mon père essaie de détruire. Votre fils veut être enseignant. Il veut faire ça, faire une différence. C'est noble. Mon grand-père aurait pensé ça. Quoi que vous décidiez de faire demain, je voulais juste que vous vous souveniez du genre d'homme qu'il était vraiment. Je laissai la photo sur son bureau et m'en allai. J'avais fait tout ce que je pouvais. Le reste dépendait d'elle. L'œil de la tempête était passé. L'ouragan était sur le point de toucher terre. La salle de conférence du cabinet d'avocat de George Harris était conçue pour être intimidante. Une longue table d'acajou poli reflétait les visages sombres de ses occupants comme un miroir sombre. L'air était froid, recyclé, et épais de tension. Je m'assis à une extrémité, me sentant comme un accusé solitaire à son propre procès. À l'autre bout, mon père tenait court. Il était flanqué de ma mère, qui portait une expression de noblesse stoïque et douloureuse, et de son avocate, Diane Winters. Diane était une femme qui semblait se gargariser avec des clous au petit déjeuner. Elle rayonnait d'une compétence reptilienne coûteuse. Mon père semblait complètement détendu, s'appuyant en arrière dans sa chaise, l'image d'un homme en contrôle complet. Ma tante Patricia et oncle Robert s'assirent le long du mur latéral, leurs visages tendus. Ils étaient spectateurs d'une exécution familiale. Et dans une chaise près de la porte, positionnée pour une fuite rapide, était assise Brenda Patterson. Elle était un ressort tendu d'anxiété, ses jointures blanches alors qu'elle serrait son sac à main. Elle fixait un point fixe sur le tapis, refusant de regarder quiconque, surtout pas mon père. George Harris entra, son pas délibéré et sans hâte un contraste frappant avec l'énergie frénétique dans la pièce. Il plaça sa mallette en cuir usé sur la table avec un bruit sourd qui sonna comme un marteau. Nous sommes réunis aujourd'hui, commença George, sa voix remplissant la pièce, pour traiter de l'affaire du dernier testament de mon défunt client et ami, William P. Morrison. Il regarda autour de la table, son regard s'attardant un moment sur mon père. Cependant, avant de procéder au contenu de tout document, il y a des irrégularités significatives autour du dépôt qui doivent être traitées. Diane Winters se pencha en avant, un sourire prédateur sur ses lèvres. Monsieur Harris, avec tout le respect, cette réunion est une formalité. Mon client, le fils et exécuteur du défunt, a déposé un testament légalement contraignant et correctement exécuté au tribunal d'homologation. Il est signé par le testateur, attesté par Monsieur Victor Chambers, et notarié par Madame Brenda Patterson. Il est, selon toutes les définitions légales, inattaquable. George donna un léger hochement de tête, presque imperceptible. En effet, un testament a été déposé. Il ouvrit sa mallette et retira une seule feuille de papier. Un testament exécuté approximativement à 2h45 le 15 juin, une semaine avant le décès de Monsieur Morrison. Il laissa ce fait s'installer dans la pièce.
Un moment où, selon les dossiers hospitaliers et de soins palliatifs, M. Morrison était sous l'influence d'une dose significative et non programmée de médicaments narcotiques contre la douleur. Une dose administrée par son fils aimant pour soulager sa douleur terrible, répliqua Diane avec fluidité. Mon client témoignera que son père, dans un bref et poignant moment de lucidité, a insisté pour faire ces changements finaux pour sécuriser son héritage commercial. Un moment de lucidité qu'aucun membre de son équipe médicale ne peut corroborer, déclara Georges platement. Il sortit un autre dossier. En fait, j'ai ici une déclaration sous serment de son infirmière principale de soins palliatifs, Margaret Riley, détaillant un écart dangereux du programme de médication prescrit. J'ai aussi un rapport formel de son médecin, Dr David Patel, qui conclut que la dose en question aurait rendu M. Morrison médicalement incapable de comprendre, encore moins d'exécuter légalement, un document juridique complexe. Je vis un frémissement de doute dans les yeux de mon oncle Robert. Le sourire confiant de mon père se resserra au bord. Les médecins peuvent se tromper. Les infirmières peuvent être excessivement dramatiques. Diane rétorqua, agitant une main dédaigneuse. Ce que vous avez est de la spéculation. Ce que nous avons est une signature. Une signature n'est pas un chèque en blanc pour la fraude, dit Georges. Sa voix se durcissant. Il tourna alors son regard de Diane et regarda directement la femme terrorisée près de la porte. Sa voix s'adoucit, mais elle portait un poids indéniable d'autorité. La loi prend très au sérieux la coercition d'un officier assermenté du tribunal, comme un notaire public. Madame Brenda Patterson, pourriez-vous nous parler des événements de cette nuit? C'était le moment. L'air crépita. Tous les yeux dans la pièce pivotèrent vers la petite femme tremblante. Mon père la fixait, ses yeux froids et durs comme du granit. C'était un commandement silencieux et brutal. Souviens-toi de ton fils. Souviens-toi de ce que je peux faire. Brenda Patterson tressaillit comme si elle avait été frappée. Elle regarda le visage de mon père. Puis ses yeux filèrent autour de la pièce et se posèrent, pour une brève seconde, sur moi. J'essayais de ne projeter rien d'autre que l'encouragement silencieux que j'avais offert dans son bureau. Souviens-toi qui il était. Elle prit une inspiration profonde et tremblante qui sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce. Et puis elle se leva. Sa voix, quand elle vint, était silencieuse, mais elle trancha le silence comme un rasoir. Il m'a forcé à le faire, commença-t-elle, des larmes commençant à monter dans ses yeux. Monsieur Morrison, Richard, il a découvert à propos de mon fils. Elle parlait à Georges, mais ces mots étaient pour tout le monde. Mon garçon, il a eu des problèmes quand il avait 16 ans. Un incident stupide de vol de voiture. Son dossier était scellé. Il est à l'université maintenant, étudiant pour être enseignant en éducation spécialisée. C'est un bon garçon. C'est toute ma vie. Elle prit une autre respiration, sa voix gagnant de la force de la vérité. Richard avait fait creuser ça par quelqu'un. Il m'a dit que si je ne faisais pas exactement ce qu'il disait, il enverrait une copie de ce rapport de police au doyen de l'université de mon fils. Il a dit qu'il engagerait une équipe d'avocats pour s'assurer que mon fils soit expulsé et n'obtienne jamais sa licence d'enseignement. Il a dit qu'il le ruinerait. Ma mère halta, portant une main à sa bouche. Tante Patricia secoua juste la tête, son visage un masque de dégoût. Il m'a appelé cette nuit-là et m'a dit de venir à la maison, continua Brenda, pleurant maintenant ouvertement. Il a dit que M. Morrison avait un moment de clarté et voulait faire un petit changement. Mais quand j'y suis arrivé, ce pauvre homme, il n'était pas clair du tout. Il était à peine conscient. Il ne pouvait même pas tenir le stylo correctement. Sa voix se brisa. Richard a tenu sa main. Il a enroulé les doigts de son père autour du stylo et il a guidé sa main pour faire la signature. Je suis juste resté là. Je ne savais pas quoi faire. J'étais si effrayé. Diane Winters bondit sur ses pieds. Objection. C'est une fabrication. Cette femme est clairement instable. Elle a été contrainte par l'autre côté. Asseyez-vous, Madame Winters, dit Georges, sa voix comme de la glace. Elle est sous serment. Il regarda Brenda avec une immense gentillesse. Merci, Madame Patterson. Il a fallu beaucoup de courage pour dire ça. Vous avez honoré la mémoire de mon ami. Il se tourna alors vers mon père, dont le visage s'était effondré en un masque d'incrédulité et de rage. Mais votre avocate avait raison sur une chose, Richard. Votre père a eu un moment de clarté parfaite. C'est juste arrivé il y a 5 mois. Georges atteignit sa mallette et sortit un document épais à dos bleu. C'était comme s'il tirait une épée d'une pierre. Ceci est le vrai dernier testament de William P. Morrison. Exécuté dans ce même bureau, un jour où il a été évalué et certifié comme étant sain d'esprit et de corps par Dr Patel. Attesté par moi-même et mon associé. Il est, pour utiliser le terme de votre avocate, inattaquable. Georges mit ses lunettes de lecture. Il détailla quelques petits legs. Puis il arriva au cœur de la chose. À mon fils, Richard Morrison, un homme dont l'ambition l'a si souvent aveuglé à sa propre humanité, je laisse la somme de $5000. J'espère sincèrement qu'il apprendra un jour que les choses les plus précieuses dans la vie d'un homme sont celles qui ne peuvent pas être achetées ou vendues. Mon père fit un son étranglé et étouffé. La voix de Georges s'éleva avec autorité.
Tout le reste de mon domaine, incluant ma résidence principale au 112 Elm Street, l'entièreté de mon portefeuille d'investissement, et tous les effets personnels, je laisse à mon petit-fils bien-aimé, Jason Morrison, dont l'intégrité et la compassion ont été la grande fierté de ma vie. Il me regarda par-dessus ses lunettes. De plus, je dirige mon exécuteur, George Harris, d'établir le Morrison Educational Trust avec une dotation initiale de 1,2 million de dollars. Ce trust doit être géré par Jason Morrison dans le seul but de soutenir les bibliothèques scolaires sous-financées et de continuer le programme de littératie communautaire qu'il et moi avons commencé ensemble. Je sentis l'air quitter mes poumons. Ce n'était pas à propos de l'argent. C'étaient les mots, dont l'intégrité et la compassion ont été la grande fierté de ma vie. Il m'avait vu. Il m'avait toujours vu. Et un dernier élément, dit George, se tournant vers le grand écran de télévision plat monté au mur. Il a laissé un message vidéo pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ses souhaits finaux. Il appuya sur un bouton. L'écran scintilla à la vie. Et il était là. Mon grand-père. Plus mince, oui. Frêle, oui. Mais ses yeux étaient en feu avec une clarté féroce et inébranlable. Il regardait droit vers la caméra, comme s'il regardait droit vers mon père. Richard, commença-t-il, sa voix rauque mais forte. Si tu vois ceci, cela signifie que ma plus grande peur s'est réalisée. Cela signifie que dans mes derniers jours, tu as choisi l'avidité plutôt que l'amour. Tu as choisi la tromperie plutôt que la dignité. Fils, je sais pour les dettes de jeu. Je sais pour les usuriers. Je sais à quel point tu es désespéré. Je t'ai regardé te transformer en étranger pendant des années. Il fit une pause, et son regard sembla changer, pour me trouver dans la pièce. Jason, mon garçon, la maison est à toi maintenant. Remplis-la de ce que tu aimes. Remplis-la de livres. Remplis-la des rires de ses élèves. Le travail que tu fais. C'est le vrai héritage de notre famille. N'oublie jamais ça. Il a créé plus de valeur dans ce monde que n'importe quel développement immobilier n'aurait jamais pu. Il se retourna pour faire face à mon père une dernière fois. Son expression s'adoucissant en une de profonde tristesse qui brisait le cœur. Et Richard, malgré tout, je te pardonne. Mais le pardon n'est pas une licence pour continuer ton autodestruction. Le pardon ne signifie pas permettre tes pires impulsions. Cherche de l'aide, fils, avant de perdre quelque chose de plus précieux que l'argent. Avant de perdre ton âme. L'écran devint noir. Le silence qui suivit était absolu, un vide parfait. Puis, avec un gémissement guttural horrible, mon père bascula en avant de sa chaise, sa tête frappant la table d'acajou avec un bruit écœurant avant qu'il glisse au sol en un tas sans os. Alors que ma mère criait son nom, Sophia, mon ex-petite amie, qui était restée assise silencieusement au fond de la pièce tout ce temps, se leva. Elle marcha calmement vers l'avant, sa composure de procureur absolu. Elle regarda la forme effondrée de mon père. Déposer un testament frauduleux est un crime, dit-elle, sa voix claire et froide comme la glace. L'abus financier d'aîné porte une peine de prison obligatoire dans cet État. Je suggère que vous lui trouviez un avocat criminaliste. Immédiatement. La tempête ne s'était pas juste brisée, elle avait déchaîné un tsunami. Et mon père se noyait dans les débris de sa propre création. Les conséquences immédiates furent du pur pandémonium. Ma mère était hystérique. Agenouillée sur le tapis coûteux à côté de la forme inconsciente de mon père. Diane Winters, l'avocate puissante, semblait complètement assommée, toute son affaire, toute sa stratégie incinérée devant ses yeux. Oncle Robert se précipita aux côtés de mon père, essayant de desserrer sa cravate, son visage une toile de confusion et d'horreur naissante. Au milieu du chaos, Victor Chambers, l'homme qui avait été le complice silencieux de mon père, brisa finalement son silence. Il se leva, tout son corps tremblant, et s'adressa à George Harris, bien que son regard soit fixé sur moi. Il m'a promis une part, dit Victor, sa voix épaisse de honte et de soulagement. 10%, il a dit que c'était des honoraires de découverte pour un nouvel investisseur. J'ai beaucoup de problèmes financiers. Il le savait. Il a dit que tout ce que j'avais à faire était d'être témoin d'une signature, et si jamais ça remontait, juste dire que M. Morrison semblait bien, juste fatigué. Il avala difficilement, sa pomme d'Adam bougeant. Je jure sur la vie de mes enfants, je ne savais pas pour la morphine. Je l'ai vu donner quelque chose à son père, mais il a dit que c'était juste sa médication contre la douleur programmée. Je n'aurais jamais fait partie de ça. Jamais. Sa confession spontanée, corroborant le témoignage de Brenda Patterson, était la dernière brique inattaquable dans le mur de preuves contre mon père. Il n'y avait plus d'issue pour lui maintenant. Alors que ma mère et mon oncle réussirent à faire reprendre conscience à mon père et l'assirent affaissé dans une chaise, Sophia fit son mouvement. Elle n'était plus juste une spectatrice. Elle était un officier du tribunal témoin de la confession de multiples crimes. Elle marcha vers le haut de la table, sa présence commandant la pièce. Richard Morrison, dit-elle, sa voix dépourvue de toute histoire personnelle que nous partagions. Maintenant cuirassier professionnel. Vous avez le droit de garder le silence. Je conseille fortement, que vous exerciez ce droit. Madame Winters, dit-elle, se tournant vers l'avocate stupéfaite. Votre client est maintenant le sujet d'une enquête criminelle. Je fais confiance que vous savez quoi faire. La menace n'était plus implicite. C'était une déclaration formelle.
Le jeu du tribunal d'homologation était fini. Le jeu beaucoup plus sérieux de la justice criminelle avait commencé. Les semaines qui suivirent furent un marathon épuisant de procédures légales et de dynamiques familiales fracturées. Mon père, dépouillé de son pouvoir et de sa bravade, semblait rétrécir devant mes yeux. Le titan de l'industrie était parti, remplacé par un vieil homme terrifié et brisé face à la possibilité très réelle de passer ses années restantes dans une cellule de prison. Il engagea une équipe de défense criminelle de premier rang, et leur première et seule stratégie était de négocier un accord de plaidoyer. C'est alors que ma mère lança son offensive finale contre moi. Elle m'appelait jour et nuit. Ces tactiques changèrent de supplication à culpabilisation à pur chantage émotionnel. « Jason, comment peux-tu faire ça à ton propre père » pleurait-elle dans le téléphone. « C'est un homme malade. Il était désespéré. Ça va le tuer. Il est malade à cause des choix qu'il a faits, maman, répondais-je, ma voix fatiguée mais ferme. Pense au nom de famille. Le scandale. Tout le dur travail de ton père, toute sa vie, traîné dans la boue. Tu dois dire au procureur de montrer de la clémence. C'est la chose chrétienne à faire. La chose chrétienne à faire aurait été de ne pas droguer son propre père pour voler un héritage. Je ripostai, ma patience s'écroulant finalement. Tu étais là, maman. Tu savais. Tu es resté là et tu as laissé faire. Il y eut un moment de silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Je soutenais mon mari, bégaya-t-elle. Non, dis-je. Et les mots semblaient venir d'un endroit de force que je ne savais pas posséder. Tu permettais à un criminel. Tu as choisi un style de vie plutôt qu'une personne. Je ne vais pas interférer avec le processus légal. Papa doit être tenu responsable de ses actions. C'est la seule façon qu'il changera jamais. Je raccrochai, et pour la première fois de ma vie, je ne ressentis pas une once de culpabilité pour l'avoir déçu. Je m'étais finalement extrait de sa toile de loyauté toxique. J'avais choisi les valeurs de mon grand-père plutôt que ses demandes. L'accord de plaidoyer, quand il vint, était sévère, mais le garda hors de prison. Sophia expliqua que son âge et son absence de casier judiciaire étaient des facteurs atténuants, ainsi que sa volonté de plaider coupable aux accusations les plus sérieuses. Il plaida coupable à un chef d'accusation d'abus financiers d'aînés et un chef d'accusation de tentative de dépôt d'un document frauduleux au tribunal. La sentence était une humiliation publique et une exécution financière. 5 ans de probation intensive. Il fut assigné un moniteur de cheville pour la première année. Il fut également mandaté d'assister à des réunions de joueurs anonymes 3 fois par semaine et de subir une thérapie individuelle intensive. Il fut ordonné de payer une restitution financière complète au domaine pour tous les frais légaux encourus, une somme qui élimina presque chaque centime qui lui restait. Il devait effectuer 2000 heures de service communautaire. Et, peut-être le plus gros coup à son ego, il fut forcé de renoncer à son titre de PDG, son siège sur multiples conseils d'administration, et ses licences immobilières et de courtage de façon permanente. Il fut interdit d'agir jamais en capacité fiduciaire à nouveau. Il était, à toute fin pratique, professionnellement et financièrement anéanti. Mon oncle Robert, un homme silencieux et décent qui avait été horrifié par les actions de son frère, fut nommé par le conseil d'administration pour prendre le relais comme PDG de Morrison Real Estate Development. Son premier acte fut d'émettre une déclaration publique s'excusant pour les échecs éthiques de la direction précédente et promettant une nouvelle ère de transparence et d'intégrité. La dernière fois que je vis mon père pendant cette période était quand j'allais chez mes parents récupérer quelques boîtes de mes vieilles affaires. La maison était déjà sur le marché, une chambre d'écho de sa grandeur ancienne. La plupart des meubles ostentatoires étaient partis, remplacés par de petites étiquettes blanches d'une compagnie de vente de succession. Je le trouvais seul dans le salon caverneux, fixant par les fenêtres du sol au plafond la pelouse manucurée qu'il ne posséderait plus. Il paraissait 20 ans plus vieux. Son costume coûteux remplacé par une simple chemise polo et un pantalon. Il paraissait petit. Il se tourna quand j'entrai dans la pièce. Jason. Sa voix était un murmure rauque. Papa. Nous restâmes là pour ce qui sembla une éternité, le silence épais de mots non dits, d'années de ressentiment et de malentendus. Je suis désolé, réussit-il finalement à dire, les mots se coinçant dans sa gorge. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il fixait juste un point sur le sol. Pour tout. Je n'avais pas de grand discours préparé. Je n'avais pas de mots de condamnation ou de pardon. J'avais juste la vérité. Je sais, dis-je. Il leva finalement les yeux, ses yeux vitreux. Ton grand-père. Il valait 2 fois l'homme que je suis. Oui, dis-je silencieusement. Il l'était. Il n'y eut pas d'étreinte. Il n'y eut pas de réconciliation cinématographique. C'était juste une reconnaissance silencieuse, douloureuse et nécessaire d'une vérité dont il avait passé toute sa vie à fuir. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Quand je sortis de cette maison, laissant les clés sur le comptoir, je ne ressentis pas le frisson de la victoire ou la satisfaction de la vengeance. Je ressentis juste un sens profond et silencieux de paix. L'ouragan était passé. Le terrain était clair. Il était temps de commencer à construire. L'année suivante fut une année de reconstruction, à la fois littéralement et figurativement. La grande maison victorienne sur Elm Street, un endroit qui avait tenu tant de souvenirs contradictoires d'amour et de négligence, avait besoin d'une nouvelle âme. Elle avait besoin de respirer à nouveau. Mon premier appel fut au plus improbable des entrepreneurs, Victor Chambers.
Après son témoignage, Victor était devenu un paria dans la communauté immobilière. Il avait perdu son travail, sa réputation, et, me dit-il, son respect de soi. Il m'appela quelques semaines après la sentence, sa voix hésitante. Jason. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, avait-il dit. Mais j'ai besoin de faire quelque chose pour expier. Pas juste pour les tribunaux, mais pour moi-même. Je suis un charpentier assez décent. Je faisais ça à l'université. Laisse-moi t'aider avec la maison. Pas de paiement. Laisse-moi juste faire quelque chose de bien. S'il te plaît. J'entendis le remords genuin dans sa voix. Je pensais à mon grand-père, qui avait cru aux secondes chances. D'accord, Victor, dis-je. Sois ici lundi matin à 8 heures. Notre premier acte de transformation fut de prendre une masse et abattre le mur séparant le salon formel étouffant de la salle à manger formelle tout aussi étouffante. Abattre ce mur sembla symbolique, comme si nous cassions les barrières du passé de ma famille. Nous passâmes des mois à transformer cet espace caverneux en un havre chaleureux et baigné de soleil. Nous construisîmes des étagères du sol au plafond comme celles dans le bureau de mon grand-père. Nous peignîmes les murs d'un jaune beurre joyeux. Nous remplîmes l'espace de fauteuils confortables dépareillés que nous trouvâmes dans des friperies et de tables robustes pour que les enfants fassent leurs devoirs. L'ouverture officielle de la bibliothèque communautaire et centre de lecture William Morrison fut 6 mois plus tard. Ce n'était pas le hall silencieux et sacré que ma mère aurait conçu. C'était glorieusement, merveilleusement bruyant. C'était rempli de la cacophonie de la vie. Les enfants de mon programme de lecture étaient affalés sur des chaises en sac coloré, se disputant pour savoir si Harry Potter pourrait battre Percy Jackson dans un combat. Un groupe de citoyens âgés, que j'appris plus tard s'appelait les Mystery Maven, avait un débat animé sur un roman d'Agatha Christie dans un coin. Ma cousine Emma, qui venait juste de finir sa résidence, s'était portée volontaire pour organiser un mercredi santé et bien-être gratuit pour les aînés dans la pièce qui était autrefois le bureau de mon grand-père. La maison qui avait été si silencieuse dans ces derniers jours avec lui débordait maintenant de conversations, de rires et d'apprentissage. On sentait que son esprit était dans chaque coin, souriant. Le Morrison Educational Trust faisait aussi une différence réelle et tangible. C'était comme si nous plantions des graines de l'héritage de mon grand-père dans tout l'État. Dans cette première année seule, nous fournîmes des subventions pour nouvelles technologies, tableaux intelligents et ordinateurs portables, à 15 districts scolaires différents sous-financés. Nous finançâmes complètement la création de 3 toutes nouvelles bibliothèques scolaires dans des zones rurales où les enfants n'avaient jamais eu accès à une auparavant. Sur la petite plaque de bronze que nous installâmes à l'entrée de chaque bibliothèque, sous les mots généreusement donnés par le Morrison Educational Trust, je fis graver une seconde ligne, richesse mesurée en sagesse. Le parcours de mon père fut beaucoup plus silencieux. J'obtenais des mises à jour occasionnelles de tante Patricia. Il respectait ses réunions GA. Il effectuait ses heures de service communautaire sans plainte. Il avait trouvé un travail modeste comme gestionnaire immobilier pour une petite firme qui possédait quelques immeubles d'appartements bas. C'était un travail humiliant. Il devait s'occuper de robinets qui fuyaient et de plaintes de locataires. C'était un univers loin de sa vie ancienne d'affaires de milliards de dollars et de jets d'entreprise. Un après-midi, je rentrais de l'école en voiture quand je le vis. Il faisait partie d'une équipe de travail en gilet orange vif, nettoyant les déchets du terre-plein d'une autoroute occupée. Nos yeux se rencontrèrent un moment à travers la ruée du trafic. Il semblait fatigué, usé, mais il y avait une tranquillité dans son visage que je n'avais jamais vue auparavant. L'ambition agitée et affamée était partie. Il me donna un petit hochement de tête presque imperceptible de reconnaissance. Je hochai en retour. C'était une communication étrange et silencieuse. Il payait sa dette à la société. Il faisait le travail. Ma mère, incapable de faire face à la perte de sa position sociale et à la réduction dramatique de son style de vie, avait divorcé de lui. Tante Patricia me dit qu'elle avait déménagé dans un condo en Floride pour vivre avec sa sœur, où elle pouvait se plaindre de l'injustice de tout à un nouveau public. Elle ne m'appela jamais. Le silence était un soulagement. Environ 1 an après la lecture du Testament, je m'attaquai finalement à la frontière finale. Le grenier. C'était une capsule temporelle poussiéreuse de l'histoire familiale oubliée. Dans un coin éloigné, sous une bâche de toile lourde, je trouvai un grand coffre doublé de cèdre. Il n'était pas verrouillé. Je soulevai le couvercle lourd, et l'odeur de cèdre et de vieux papier remplit l'air. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Le coffre était rempli de journaux reliés en cuir, des douzaines d'entre eux, empilés soigneusement, attachés avec de la ficelle, couvrant plus de 60 ans. C'était toute la vie de mon grand-père, chroniquée dans sa propre écriture précise et élégante. Son voyage d'un garçon de ferme pauvre du Nebraska à un architecte et développeur réussi. Ses pensées sur l'éthique des affaires, sa cour à ma grand-mère, sa joie à la naissance de mon père, sa déception silencieuse de l'homme que son fils était devenu. C'était sa vraie histoire, celle que mon père n'avait jamais pris la peine d'écouter. Au-dessus du tout premier journal se trouvait une enveloppe épaisse de couleur crème. Mon nom était écrit sur le devant. Mes mains tremblèrent quand je l'ouvris. À l'intérieur n'était pas une longue lettre, mais une seule clé de laiton lourde et ancienne, le genre pour un coffre-fort. Dessous était une courte note manuscrite sur son papier à lettres personnelles. Jason, lisait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ma possession la plus précieuse. Pas la maison, pas les actions, mais mon histoire. Cette clé ouvre le coffre-fort 412 à la First National Bank du centre-ville.
Ton nom est sur le compte depuis des années. Ce que tu trouveras à l'intérieur n'est pas plus de richesse, mais plus de vérité. C'est le reste de l'histoire. Les parties qu'on ne pouvait pas toujours dire à voix haute. Considère ça ton vrai héritage. Glissé derrière la note était une coupure de journal jauni, une interview avec mon grand-père d'un journal d'affaires publié dans les années 1980. Je ne l'avais jamais vu auparavant. La question finale du reporter était, Monsieur Morrison, vous avez construit un empire immobilier incroyable. Que considérez-vous comme votre plus grand accomplissement? Je m'attendais à ce que sa réponse soit à propos d'un bâtiment emblématique ou d'un accord record. Mais il avait répondu différemment, et il avait souligné sa réponse à l'encre rouge pour que je ne puisse pas la manquer. Sa réponse était, mon plus grand accomplissement est de savoir que j'ai élevé un fils qui comprend que le temps est plus précieux que l'argent. Parce que le temps est la seule monnaie qu'on ne peut dépenser qu'une fois. Je m'assis là sur le sol poussiéreux du grenier, la clé lourde dans ma paume, et je pleurais. Pas de tristesse, mais avec un sens profond et écrasant d'amour et de compréhension. Toutes ces années je me sentais comme une déception. Toutes ces fois mes parents me faisaient me sentir petit pour mes choix. Ils ne parlaient pas de mon père dans cette interview. Ils parlaient de moi. Il m'avait toujours vu. Il avait toujours su. Les journaux étaient son histoire. La maison était son cadeau. Mais la clé était son acte final et ultime de confiance. Ça fait 5 ans depuis le jour où mon père s'est effondré dans cette salle de conférence. 5 ans depuis que ma vie fut irrévocablement altérée. La bibliothèque communautaire William Morrison n'est plus juste une bibliothèque. C'est le cœur battant du quartier. Le programme de lecture que j'ai commencé avec grand-papa est devenu un modèle à l'échelle du district, et je passe maintenant la moitié de mon temps à former d'autres enseignants sur comment l'implémenter. La vie est pleine. Elle est significative. Elle est bonne. Je ne suis jamais devenu le PDG que mon père voulait que je sois. Je conduis encore une voiture d'occasion sensée. Mon salaire d'enseignant est encore modeste. Mais je suis, selon toute mesure qui compte vraiment, un homme très riche. Je suis riche en but, riche en communauté, riche dans la connaissance que je vis une vie qui honore l'homme qui comptait le plus pour moi. Sur mon bureau à l'école, à côté d'une tasse ébréchée remplie de stylos, je garde le stylo plume coûteux que mon père a utilisé cette nuit-là. C'est un étrange mémento, je sais. Il est vide d'encre, mais il sert de rappel puissant et quotidien. Un rappel que les choses les plus précieuses dans la vie, confiance, intégrité, amour, ne peuvent jamais être forgées ou volées. Elles doivent être gagnées, cultivées et protégées. Il me rappelle que nos circonstances ne définissent pas notre caractère. Nos choix le font, surtout les choix que nous faisons quand nous sommes testés. Mon père et moi avons trouvé une paix silencieuse et fragile. Nous parlons au téléphone toutes les quelques semaines. Les conversations sont souvent maladroites, effleurant les bords du vaste gouffre douloureux de notre passé. Mais elles sont honnêtes. Il a fini sa probation. Il assiste encore à ses réunions GA. Il travaille encore son travail silencieux et sans prétention comme gestionnaire immobilier. Il semble avoir, enfin, trouvé une mesure de contentement dans une vie simple et responsable. Je ne sais pas si notre relation sera jamais complètement guérie, mais nous ne sommes plus en guerre. Il est, finalement, juste mon père. Un homme imparfait essayant de faire amende honorable dans le crépuscule de sa vie. Il y a quelques mois, un moment arriva qui boucla la boucle. J'étais dans la bibliothèque, aidant une jeune fille à trouver un livre sur les constellations. De l'autre côté de la pièce, je vis un de nos bénévoles lycéens les plus dévoués assis avec un nouvel élève. Un garçon timide de 7 ans qui avait du mal à prononcer un mot difficile. Le bénévole était patient, gentil et incroyablement encourageant. Il se pencha et murmura quelque chose au garçon, ce qui fit sourire le garçon et essayer le mot à nouveau, cette fois avec succès. Le bénévole était le fils de Brenda Patterson. Il est en 2e année à l'université d'État maintenant, en tête de sa classe dans le programme d'éducation spécialisée. Il fait du bénévolat à la bibliothèque 3 après-midi par semaine. Il leva les yeux et me vit l'observer, et il me donna un sourire chaleureux et genuine. Dans ce moment simple et silencieux, je vis l'effet d'ondulation beau et puissant d'un seul choix. Le choix de lutter pour ce qui était juste. Le choix de mener avec empathie au lieu de colère. Le choix de croire en la bonté des autres. L'avenir d'un jeune homme avait été sauvé, et lui, en retour, dédiait maintenant son avenir à aider les autres. L'héritage de mon grand-père n'était pas juste dans les livres sur les étagères ou l'argent dans le trust. Il était ici dans les connexions vivantes et respirantes entre les gens. Les journaux que mon grand-père a laissés sont ma Bible. Je les ai tous lus, et je les relis souvent. Ils sont une feuille de route pour une vie de but. Sur la toute dernière page de son journal final, il avait écrit une dernière pensée, une phrase qui est devenue la boussole pour ma propre vie. Il écrivit, Richard voulait l'argent. Jason voulait le temps. À la fin, ils ont tous les deux eu exactement ce qu'ils valorisaient le plus. Il avait absolument raison. Et quand je regarde autour de moi la vie que j'ai construite, une vie riche de temps bien dépensé, je sais de chaque fibre de mon être que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je n'échangerai pas une seule seconde de ça pour tout l'argent dont mon père a jamais rêvé. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une façon ou d'une autre. Avez-vous jamais eu à lutter pour quelque chose en quoi vous croyez, même quand il semblait que les chances étaient contre vous? Je serais honoré de lire vos expériences. S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer ou de vous abonner pour ne pas manquer ce qui vient ensuite.